3 derniers cours du programme portent exclusivement sur le plan expérimental 2. Vous avez un exemple typique de ce plan expérimental 2 dans votre polycope en bas de la page 35. Il s'agit d'un échantillon de 12 rats qui ont reçu une injection et quelques temps plus tard on mesure le taux d'une certaine hormone. Donc vous avez deux caractères X et Y. X mesure le laps de temps écoulé entre l'injection et la mesure du taux d'hormone et Y représente justement le taux de cette hormone. Les deux caractères X et Y ne sont pas interchangeables, ils ne jouent pas les mêmes rôles, c'est X qui influence Y et pas l'inverse, d'où le vocabulaire de facteur X et de réponse Y. Y est dépendant, Y est fonction de X. On avait déjà ce type d'optique dans le chapitre 2, le chapitre ANOVA, où on avait un test pour voir si Y était fonction de X. Simplement, à l'époque, on n'allait pas plus loin. Quand Y était fonction de X, on ne regardait pas de plus près cette fonction. Est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce que c'est du X carré ou de l'exponentielle de X? Donc justement, le chapitre 4, son objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette fonction de X. Quand Y est fonction de X, à l'intérieur de cette fonction de X, on va rechercher des fonctions linéaires. Alors aussi, très important, comment repérer rapidement qu'on est en plan expérimental 2, parce que tout ce qu'on va énoncer dans ce cours et les deux derniers cours qui vont suivre, ça ne serait pas forcément toujours valable en plan expérimental 1, donc il faut bien faire la différence. Alors dans les deux cas, la réponse Y, c'est toujours une variable aléatoire, une vraie variable aléatoire qui peut prendre n'importe quoi comme valeur, et on ne sait pas à l'avance sur quelle valeur on va tomber. Le hasard se manifeste justement au niveau des mesures expérimentales. Par contre, la différence entre plan expérimental 1 et plan expérimental 2, elle va se voir au niveau du facteur X. En plan expérimental 1, souvenez-vous de l'exemple où on avait comme facteur X l'âge qui influençait Y, le taux de cholestérol. X comme Y, il pouvait prendre n'importe quelle valeur. On avait X qui était aussi une variable aléatoire comme Y, et ça, c'était spécifique du plan expérimental 1. Ici, dans l'exemple des rats, vous voyez tout de suite que X ne peut pas prendre beaucoup de valeurs différentes. Il n'y a pas tellement de choix, juste 4 valeurs différentes qui forcément se répètent chacune sur plusieurs individus. Il n'y a pas de hasard au niveau de ces valeurs de X. Quand vous prélevez un rat, vous savez déjà à quel moment il a reçu son injection. Donc la valeur de X est connue tout de suite avant de faire les mesures. On est dans un cas où le facteur X est entièrement contrôlé, il n'est pas aléatoire. Et ça, c'est caractéristique du plan expérimental 2. Donc sur votre énoncé, vous le voyez très rapidement. Quand on voit juste quelques valeurs de X très sporadiques, plusieurs fois sur plusieurs individus, on repère tout de suite qu'on est en plan expérimental 2. Et de toute façon, le plan expérimental 2, vous en avez déjà fait, sans le dire, dans le chapitre 2. Des exercices qui ressemblaient un petit peu à ce tableau que vous avez en bas de la page 35, sauf que vous aviez plutôt l'habitude de regrouper les individus qui ont la même valeur du facteur X. Au chapitre ANOVA, on a plutôt l'habitude de les regrouper dans une même colonne, tandis que là, en bas de la page 35, ils ont été regroupés sur une même ligne, mais c'est vraiment un petit détail sans importance. Le tableau qui est en bas de la page 35, il suffit de le transposer et vous allez vous retrouver exactement avec la même configuration que vous aviez l'habitude de pratiquer dans le chapitre 2. Donc transposer un tableau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire échanger les rôles des lignes et des colonnes. Donc ce qui est ici en première ligne, ça va se retrouver en première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. C'est très simple. Vous obtenez une configuration de ce style et là vous êtes vraiment en terrain connu. Vous vous retrouvez avec une présentation qui rappelle exactement les exercices du chapitre 2 sur le test ANOVA. Les mesures expérimentales de caractère Y sont opérées avec un système de double indice qui permet d'identifier tout de suite la valeur du facteur X. Et le deuxième indice, J, numéroter les lignes, ça sert à numéroter les individus à l'intérieur de leur échantillon. Parce que maintenant, à partir de maintenant, on ne va plus dire qu'on a un échantillon de 12 rats, on va dire qu'on a 4 petits échantillons juxtaposés. Chaque échantillon étant un représentant d'une population, et donc vous aviez l'habitude avec le test ANOVA de vous placer dans des contextes de ce style où on a plusieurs populations en parallèle, on cherche à voir si elles se ressemblent ou s'il y a une différence fondamentale entre elles, et quand il y a une différence entre ces populations, ça veut bien dire que le facteur X, il a réellement une influence sur le caractère Y.
Voilà, donc vous reconnaissez là dans la première colonne ce qui était sur la première ligne de votre tableau en bas de la page 35. Donc j'ai rédigé les valeurs numériques dans les autres colonnes pour qu'on passe tout de suite aux notations générales. Alors, un excellent exercice, et vous l'avez fait bien entendu pour réviser, pour vous entraîner, c'est bien appliquer tout ce qu'on avait appris au chapitre ANOVA sur cet exemple des rats. Vous commencez par identifier les deux paramètres grand I et grand J qui intervenaient partout dans les formules. Grand I, c'est le nombre de colonnes, le nombre de valeurs différentes pour le facteur X. Donc ici, chez nous, grand I, c'est égal à 4. Et puis J, c'est la taille des échantillons. Donc pour nous, J égale à 3. Et puis vous calculez les moyennes de chaque colonne, et puis aussi les variances, la moyenne générale. Et à partir de là, vous n'avez vraiment aucun problème pour calculer tout ce qu'on avait appris à calculer au cours numéro 4. La variation factorielle, la variation résiduelle, et ici dans la colonne SC somme de carré, c'est les variations. Dans la colonne S carré, là, c'est les variances qu'on obtient à partir des variations en divisant par les paramètres qui sont ici dans la colonne DDL, degré de liberté. Donc vous avez essentiellement deux lignes pour les deux influences qui s'exercent sur Y. Donc il y a l'influence factorielle, donc là c'est le facteur X qu'on a privilégié et explicité dans l'énoncé, et puis évidemment qu'il pourrait y avoir aussi d'autres facteurs qui interviennent sur Y, le taux d'hormones. Bon, X, c'est le laps de temps écoulé depuis l'injection, donc toute cette influence-là est concentrée dans la ligne factorielle, mais il pourrait y avoir aussi comme facteur, je ne sais pas, l'alimentation du rat, l'âge, enfin tous les autres facteurs qui n'ont pas été détaillés. X, c'est la deuxième source d'influence sur Y, et c'est ce qu'on appelle l'influence résiduelle. Une fois que vous avez mis à part tout ce qui concerne le facteur X officiel, tout le reste, c'est ce qu'on appelle l'influence résiduelle. Voilà, donc vous aviez la variation résiduelle et la variance résiduelle. Et puis, pour terminer, le test ANOVA. Ici, vous avez le petit f, la valeur observée du test ANOVA, et vous avez déterminé la valeur critique, et vous avez pu constater que vous tombez en plein dans la zone de rejet. Donc, ça veut dire que 4 populations de rats, il y a une différence importante entre elles, et on peut dire qu'effectivement, le facteur X exerce une influence importante sur le caractère Y. Tout ça, vous pouviez le faire avec déjà avec le chapitre 2. Donc ce qu'on va faire ici en chapitre 4, c'est aller un petit peu plus loin, essayer à l'intérieur de cette fonction de x, essayer de faire ressortir des fonctions particulièrement simples qui vont nous servir de modèle, à savoir les fonctions linéaires. Mais déjà au chapitre 2, là, quand vous étiez en train de faire vos exercices sur ANOVA, vous avez déjà été amené à traiter des questions où on vous demande à l'aide d'une proportion, d'un pourcentage, d'évaluer l'influence du facteur X. Voilà, c'est typiquement le genre de questions que vous avez appris à traiter au TD numéro 4. Vous voyez votre feuille de TD sur le chapitre ANOVA. Donc en TD avec mes collègues, vous avez passé 3 séances, exercice 2, celui-là j'ai entouré en orange, là qu'on vous a fait très en détail, et après votre travail c'était de recommencer à appliquer toutes ces manipulations sur les 3 autres exercices, le 1, le 3 et le 4, et vous aviez sur Moodle pas mal de documents PDF pour vous corriger. Alors dans cet exercice 2, donc il s'étalait sur 2 pages, en haut de la seconde page, il y avait en particulier cette question que j'ai entourée en rouge, où on vous demande un pourcentage de la variabilité du caractère de la réponse Y, expliqué par le facteur X, c'est-à-dire on veut un pourcentage, une proportion qui permette d'estimer quelle part des variations observées sur Y peuvent s'expliquer comme fonction du facteur X. Voilà. Donc une question toute bête que vous avez appris à résoudre facilement déjà au TD numéro 4. Et qu'est-ce que vous faisiez pour obtenir ce pourcentage? Une opération toute simple. Exploitez le tableau d'analyse de variance qui avait été construit précédemment. Sur la dernière case en bas, ici, vous avez la variation totale qui enregistre l'ensemble de toutes les variations observées sur le caractère Y. Quand vous passez d'un individu à l'autre, vous remarquez les différences sur le caractère Y, eh bien vous collectez toutes ces variations sans vous préoccuper de leur origine factorielle ou résiduelle, et ça vous donne la variation totale ici que vous recopiez au dénominateur de notre fraction. Ensuite, à l'intérieur de cet ensemble de toutes les
variations observées sur le caractère y, vous allez privilégier les variations qui sont dues à une influence du facteur x, et ça vous donne la variation factorielle qui apparaît ici dans la première case du tableau ANOVA. Cette variation factorielle, vous la recopiez ici au numérateur de cette fraction, et ensuite, en effectuant ce quotient, ça va vous fournir un pourcentage, une proportion qui va mesurer l'importance de l'influence factorielle par rapport à toutes les autres influences qui pourraient s'exercer sur le caractère y. Donc une opération que vous connaissiez déjà, vous avez déjà pu la mettre en œuvre dans le TD numéro 4, dans le chapitre ANOVA, rien de nouveau à ce niveau-là. La seule nouveauté, c'est la notation à l'aide de cette lettre état carré. Ça, effectivement, on ne l'avait jamais employé et on n'avait jamais utilisé non plus jusqu'à présent cette appellation rapport de corrélation. Au point de vue maths, il n'y a franchement rien de nouveau. Un quotient qui sera à représenter une proportion, un pourcentage, c'est une idée très ancienne. À la limite, c'est même pas des maths, hein, c'est du simple bon sens de la vie de tous les jours. Et puis les formules donnant les variations factorielles et les variations totales, eh bien, elles étaient détaillées dans le chapitre, le cours numéro 4, le début du chapitre 2. Bon, je les ai rappelés ici juste pour mémoire, puis aussi pour généraliser, parce que c'est vrai qu'au cours numéro 4, pour simplifier, pour démarrer, on s'était placé dans la situation simple où tous les petits échantillons juxtaposés, ils avaient tous le même effectif grand J. D'accord, alors que bon, la méthode continue très bien à fonctionner dans la situation où vous auriez des échantillons de taille inégale. Et d'ailleurs, dans votre chapitre 2, pour le test de Tukey, le test de Bartlett, déjà dans le polycope, on vous donnait les énoncés dans le cadre tout à fait général où les échantillons pouvaient avoir des tailles différentes. Donc on était déjà NI, la taille de l'échantillon numéro I. Voilà, et puis dans les formules de variation factorielle ou de variation totale, là où j'avais mis dans le cas particulier grand J, il faut juste, pour avoir les formules dans le cadre général, les recopier avec un I à la place du grand J en rouge. Voilà, pour la variation résiduelle, pareil, dans le cours numéro 4, à ce niveau, j'avais noté la formule dans le cas particulier où tous les échantillons ont la même taille grand J. Maintenant, si vous voulez la formule de variation résiduelle dans le cadre le plus général, vous avez juste à remplacer ce grand J par l'effectif NI de l'échantillon numéro I. Voilà, alors surtout fondamental, la formule de base dans le cours numéro 4, ici la formule d'analyse de variance. Là où on voit vraiment les deux influences qui s'exercent sur le caractère Y. Donc vous avez variation totale, ça c'est l'ensemble de toutes les variations observées sur Y, et on les répartit en deux catégories. On sépare l'influence due au facteur X, c'est la variation factorielle, et l'influence des autres facteurs qui ne sont pas spécifiés dans l'étude, l'influence résiduelle à ce niveau-là. Voilà, puis ces deux variations, évidemment, sont positives. SC, ça veut dire somme de carrés, des carrés, c'est toujours positif. Donc la variation factorielle, comme variation résiduelle est positive, la variation factorielle va être toujours plus petite que la variation totale. Donc le quotient, le rapport de corrélation, le pourcentage qui permet de mesurer l'influence du facteur X, cette proportion, ça sera compris entre 0 et 1. Et justement, il faut analyser donc, les valeurs extrêmes, la valeur 0, la valeur 1, qu'est-ce que ça signifie concrètement. Intuitivement, on comprend quand le état carré est proche de 0, ça voudra dire que le facteur X n'a pas beaucoup d'influence, et quand état carré est proche de 1, ça veut dire que le facteur X là a beaucoup d'influence, une influence prépondérante, et ça veut dire que la partie résiduelle est vraiment presque négligeable. Voilà, donc ça intuitivement, c'est facile de le comprendre, mais il faut aussi, une fois, analyser les formules pour voir que rigoureusement, les formules disent bien exactement ce qu'on attend intuitivement. Donc regardez par exemple si vous avez votre état carré proche de 0, c'est-à-dire la variation factorielle proche de 0. Voilà. Comment on peut interpréter sur la formule que ça représente la situation où le facteur X n'a pas beaucoup d'influence. Alors vous voyez dans cette formule des termes qui font penser à une formule de variance.
Vous prenez une famille de nombres constituée par les moyennes des différents échantillons de notre étude. Donc vous avez y1 bar, y2 bar, etc. Les moyennes de tous les petits échantillons juxtaposés. Voilà. Et donc chaque moyenne d'échantillon résume la situation à l'intérieur de cet échantillon. Et justement, pourquoi est-ce que lorsque état carré, lorsque variation factorielle est proche de 0, pourquoi ça signifie que le facteur x n'a pas beaucoup d'influence? Si vraiment le facteur x avait de l'influence, ça veut dire quand on change la valeur du facteur x, ça se voit au niveau de y, ça implique une grosse différence. Alors changer la valeur du facteur x, ça veut dire changer de colonne, changer d'échantillon. Voilà, donc quand je change de colonne, si vraiment le facteur x avait une influence importante, ça devrait se voir au niveau des moyennes de colonnes, et y bar, on devrait voir une différence. Donc les nombres y1 bar, y2 bar, etc., ils devraient être très, très différents les uns des autres, très dispersés, donc leur variance serait grande. Et justement, ces termes y bar moins y bar au carré, c'est exactement les termes qui interviennent dans la définition de variance. Je vous rappelle, ça aussi c'est des révisions du cours numéro 4. Quand vous avez une famille de nombres, la variance, c'est quoi? On mesure pour chacun des nombres dans cette famille sa dispersion, sa distance par rapport à la moyenne de la famille. Et je vous rappelle que y bar, la moyenne générale, c'est justement la moyenne des nombres, des 4 nombres y bar. Voilà, donc si vraiment le facteur x avait une influence, les y bar ils seraient très dispersés, donc leur variance serait très grande. Et la formule qu'on a ici, la somme qu'on a ici, à un facteur près, c'est presque la formule de variance des y bar. Voilà, donc on devrait obtenir une grande valeur. Donc, si je récapitule, état carré proche de 0, variation factorielle proche de 0, ça veut bien dire que, effectivement, le facteur x n'a pas beaucoup d'influence. Alors, à l'autre extrémité, si jamais votre état carré prend la valeur, se rapproche de la valeur 1, ça veut dire que variation factorielle se rapproche de variation totale. Donc quand vous passez dans la formule en rouge en bas de page, la formule d'analyse de la variance, si la variation factorielle est très proche de variation totale, ben, il ne reste plus grand-chose pour la variation résiduelle. Elle est toute petite, proche de 0. Alors vous repartez sur la formule de variation résiduelle qu'on avait déjà au chapitre 2, voilà, dans le cours numéro 4. Si cette variation résiduelle est petite, ça veut dire somme de carré, ça veut dire que les variances d'échantillons qui apparaissent dans la formule, eux aussi, ils sont très petits. Voilà. Alors pourquoi ça signifie que les facteurs autres que x n'ont pas beaucoup d'influence? Si vous vous concentrez à l'intérieur d'un échantillon, mettons ici l'échantillon, je sais pas, l'échantillon numéro 3, et vous regardez la variance s carré indice 3. Voilà. Et donc, elle devrait être petite, proche de 0. Alors, qu'est-ce que c'est que cette variance d'échantillon? Tous les individus à l'intérieur d'un même échantillon, mettons l'échantillon 3, tous ces individus, ils ont tous la même valeur du facteur x, puisqu'ils sont dans la même colonne. Donc, si vous voyez des différences entre eux, ben, ce n'est pas dû au facteur x. Donc, ça veut dire que effectivement, là, c'est d'autres influences, c'est les influences de la partie résiduelle, les facteurs autres que x qui n'ont pas été détaillés dans l'étude. Voilà, donc si vous avez dans la colonne, mettons la colonne numéro 3, une grosse dispersion, une grosse variance dans cette colonne, eh bien là, ça veut dire qu'il y a effectivement une influence importante des facteurs autres que x. Voilà, donc si vraiment état carré est proche de 1, c'est-à-dire variation résiduelle proche de 0, eh bien ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de dispersion à l'intérieur des colonnes, c'est-à-dire que les facteurs autres que x ne peuvent pas avoir d'influence. Voilà, donc ça, je pense que cet argument, je l'avais aussi explicité en amphi oralement à l'occasion du cours numéro 4, mais en guise de révision, de synthèse, c'était peut-être pas inutile. Donc ce qu'il y a à retenir, état carré proche de 0, ça veut dire le facteur x n'a pas beaucoup d'influence, état carré proche de 1, c'est un facteur x qui est prédominant, les autres facteurs dans la partie résiduelle, ils ne sont pas très influents. Voilà, donc ça, intuitivement, c'est pas difficile de le retenir, mais quand même, une fois, faire l'argument de façon rigoureuse sur les formules, c'est important aussi, parce qu'en fait, tout est basé sur l'idée de variance que j'avais donnée au cours numéro 4. Quand vous avez une famille de nombres, que ce soit les nombres à l'intérieur d'un échantillon, d'une colonne, ou bien que ce soit la famille des moyennes, l'idée c'est toujours la même. La variance, ça mesure la dispersion de votre famille de nombres. Si la variance est petite, les nombres sont très, très regroupés, il n'y a pas tellement de différence entre eux. Par contre, si la variance est grande, ça veut dire que les nombres sont très dispersés et qu'il y a une grosse différence entre eux.
Voilà, donc vous avez ce fameux état carré, ce fameux pourcentage qui va mesurer l'influence du facteur X. Alors, il faut faire bien attention de ne pas confondre avec un autre pourcentage qui mesurait aussi une influence de X et qu'on avait vu au premier cours sur le chapitre 4, c'était le cours numéro 8. Voilà, je rappelle ça ici. On avait aussi un coefficient de détermination obtenu à partir du carré du coefficient de corrélation linéaire. Et lui aussi, c'était un pourcentage qui permettait de mesurer, parmi toutes les variations observées sur Y, là, ça mesurait toutes celles qui pouvaient s'expliquer comme une fonction linéaire en X. D'accord? Donc ça ne mesure pas la même chose. Alors je vous avais bien dit déjà à l'époque, dans le cours numéro 8, prenez l'habitude, là votre ensemble des variations observées sur Y, prenez l'habitude de le découper en 3 morceaux. Alors une partie qui est fonction de X, mais des fonctions bien spécifiques, hein, les fonctions linéaires, hein, c'est ça qui va nous servir de modèle, hein, qui guide tout le chapitre 4, c'est essayer de remplacer un caractère Y un peu compliqué par une formule simple, une fonction de la forme a plus bx, une fonction linéaire. Bien sûr, ça ne correspond pas exactement à la réalité, mais ça permettrait de simplifier certaines estimations, comme vous avez pu le voir dans le cours sur les intervalles de confiance. Et même si ça ne correspond pas exactement à la réalité, même si c'est un peu idéalisé, ça va nous servir de modèle. Hein. Donc quand on parle de modèle linéaire, eh ben, c'est justement cette fonction a plus bx qu'on aimerait qu'elle ressemble le plus possible à y. Voilà, donc parmi les influences qui s'exercent sur y, en premier, donc on met ces influences linéaires du facteur x, donc c'est des fonctions de x, mais pas n'importe quoi comme fonction des fonctions linéaires. En deuxième partie, vous mettez les autres fonctions de x, je ne sais pas si vous avez du x carré, log de x, exponentielle de x, enfin tout ce qui est fonction de x n'est pas linéaire, vous le mettez dans la partie numéro 2, et la partie numéro 3, et ben, c'est ce qui n'est pas du tout fonction de x, c'est-à-dire c'est l'influence des facteurs autres que x. Donc j'évoquais tout à l'heure au niveau des rats, je ne sais pas, leur alimentation, leur âge, enfin, tous les facteurs qui n'étaient pas détaillés dans l'énoncé. Voilà, donc quand on était au chapitre ANOVA, et qu'on parlait d'influence factorielle, de fonction de x, hein, à l'époque on ne distinguait pas linéaire, pas linéaire, donc la partie factorielle d'ANOVA, elle regroupe les points 1 et 2. Et la partie résiduelle d'ANOVA, c'est le point numéro 3. Voilà. Donc là, on va avoir un autre découpage. Lorsqu'on recherche parmi les fonctions de x, on cherche à mettre en évidence les fonctions linéaires. Donc ce que vous avez pu obtenir au cours numéro 8, c'est un pourcentage, donc le R carré de coefficient de détermination, pour le point numéro 1, la partie linéaire en x. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appellera l'influence du modèle, sous-entendu modèle linéaire. Une fois que vous avez mis à part tout ce qui concerne ce modèle linéaire, donc ce qui vous reste, les points 2 et 3, on appellera ça la résiduelle autour du modèle, sous-entendu le modèle linéaire. Donc là, il ne faut pas dire résiduel tout court, hein, sinon on confond quand on dit résiduel tout court, c'est la résiduelle d'ANOVA, donc vous laissez tout ce qui est fonction de x, vous laissez les points 1 et 2, et la résiduelle tout court, résiduelle d'ANOVA, c'est seulement le point 3. Quand on parle de la résiduelle autour du modèle linéaire, donc on laisse tomber le modèle linéaire, et puis on récupère ce qui reste autour, c'est-à-dire les points 2 et 3. Voilà, donc après le cours numéro 8, donc vous aviez déjà un pourcentage R carré pour le point numéro 1, hein, donc l'influence du modèle linéaire, et 1 moins R carré, ça vous faisait un pourcentage pour les points 2 et 3, donc on va appeler résiduel autour du modèle linéaire. Voilà. Et quand on était en plan expérimental 1, l'exemple du taux de cholestérol en fonction de l'âge, ben, on ne pouvait pas aller plus loin. Hein, les points 2 et 3, on n'arrivait pas à détailler les pourcentages de 2 séparément de 3. En plan expérimental 1, on ne peut pas aller très loin. Tandis que ici, en plan expérimental 2, vous allez voir dans un instant qu'on arrivera à bien séparer les trois points, à avoir un pourcentage pour chacune de ces trois parties. Alors j'espère que vous avez déjà travaillé vos PDF de TD. Donc là, vous avez pu voir que j'ai essayé de dessiner pas mal de schémas pour visualiser ces trois morceaux
Voilà, donc il faut vraiment bien avoir en tête cette analyse et puis avoir un pourcentage pour chacune de ces parties. Donc au point où on en est. Après le cours numéro 2, après le cours ANOVA, on pouvait donner un pourcentage pour les points 1 et 2 réunis, mais avec le chapitre ANOVA, on ne savait pas séparer les points 1 et 2. Et puis au chapitre ANOVA, on avait aussi un pourcentage pour le point numéro 3. Voilà, après le cours numéro 8, à le démarrage du chapitre 4, on avait un pourcentage pour le point 1, et puis les points 2 et 3, on ne savait pas trop les séparer, et en plan expérimental 2, vous verrez qu'on arrivera à faire pas mal de choses. Donc on va déjà regarder, rappeler pour ce qu'on a obtenu au cours numéro 8, comme valeur pour R carré. Donc j'ai déjà tout fait le calcul pour le taux de cholestérol en fonction de l'âge à le plan expérimental 1 et le plan expérimental 2, là l'exemple verra, vous aviez tous ces calculs, et donc vous êtes tombé sur un R carré, une proportion de 0,891, bon, on va arrondir, dire 89%. Voilà, donc ce 89%, c'est l'influence du modèle linéaire. Hein, c'est parmi toutes les variations que vous observez sur Y, c'est celles qui peuvent s'expliquer comme une fonction linéaire en X. Et donc les 11% restants, ce qu'on va appeler résiduel autour du modèle, on comprend très bien ce que ça représente, cette expression. Vous mettez le modèle linéaire à part et résiduel, c'est les restes, vous récupérez tout ce qui reste autour. Et donc 11%, on vient de voir que ça recoupe deux choses assez différentes. Vous avez obtenu 89% pour le point numéro 1, l'influence du modèle linéaire, et 11% qui représente un bloc assez hétéroclite, une sorte de fourre-tout qui rassemble deux catégories très différentes. Vous avez dans ce bloc le point numéro 2, c'est encore des fonctions de x, mais déjà ce n'est plus du linéaire en x. Et le point numéro 3, la résiduelle d'ANOVA, alors là c'est carrément plus du tout fonction de x. Alors en plan expérimental 1, vous ne pouviez pas aller plus loin. En plan expérimental 2, on va pouvoir séparer ces deux catégories, la résiduelle d'ANOVA, le point numéro 3, et puis le point numéro 2. Très importante cette partie numéro 2, parce que c'est elle qui va poser problème lorsqu'on voudra valider le modèle linéaire. Hein. C'est souvent sur les affichages de ANOVA, cette partie-là, elle est appelée inadéquation de l'ajustement linéaire, elle porte bien son nom. C'est-à-dire quand on veut valider un modèle linéaire, ça ne va pas du tout quand on a cette partie-là qui est fonction de x n'est pas linéaire, c'est trop important, c'est ça qui empêchera de valider le modèle linéaire. Donc il faut bien surveiller ce point numéro 2 et on va essayer de l'évaluer. Voilà, alors donc justement, voilà, vous avez voilà, donc ça on ne pouvait pas le faire en plan expérimental 1, mais sur l'exemple des rats, en plan expérimental 2, on va pouvoir aller plus loin. Donc le tableau d'analyse de variance pour l'exemple des rats, vous l'avez dit tout à l'heure, le fameux état carré, hein, la proportion qui mesure l'influence du facteur x, tout ce qui est fonction de x sans distinguer le linéaire du pas linéaire, donc avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, vous prenez la variation factorielle dans le tableau ANOVA, vous divisez par la variation totale et ça vous fait du 96%. Donc ça, 96% qui est fonction de x. Et donc les 4% qui vous restent, c'est la résiduelle d'ANOVA, c'est-à-dire c'est l'influence des facteurs autres que x. Voilà, donc l'influence du facteur x sur la ligne factorielle, là vous avez 96%, et les autres facteurs sur la ligne résiduelle, il vous reste du 4%. Voilà, donc si je reviens à mon découpage en trois morceaux, le pourcentage de 96% représente le volume du bloc constitué par les points 1 et 2, et le pourcentage de 4% correspond au point numéro 3. Ce pourcentage de 96% est vraiment très important, il dépasse la barre des 90%, donc on peut considérer que le caractère y est très fortement fonction du facteur x. On peut considérer que ce facteur x est prédominant et on pourra négliger la partie résiduelle, les facteurs autres que x. Maintenant, à l'intérieur de ce bloc fonction de x, on aimerait savoir si le point numéro 1, la partie linéaire en x, peut elle aussi être considérée comme prépondérante. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait elle aussi un pourcentage qui dépasse la barre de 90%. Le pourcentage 89% qui mesure la partie linéaire en x, il reste un peu en dessous des 90%, donc on ne peut pas dire que ça soit majoritairement du linéaire en x.
la partie qui est fonction de x mais pas linéaire, c'est-à-dire l'écart entre les deux, 96 moins 89%, c'est-à-dire le 7%, c'est quand même très fort et on verra que c'est à cause de ça qu'on ne pourra pas valider le modèle linéaire, là dans l'exemple des rats, parce que 7% de fonctions de x qui ne sont pas linéaires, ça vient, c'est à cause de ça qu'on a cette inadéquation de l'ajustement linéaire. Hein. Donc si on récapitule, au niveau du découpage en 3 morceaux, on obtient 89% pour l'influence du modèle linéaire en x, 7% sur le point numéro 2, c'est-à-dire les fonctions de x mais pas linéaires, les fonctions inadéquates qui peuvent compromettre la validation du modèle linéaire, et 4% sur le point numéro 3, la résiduelle d'ANOVA. Il faudra particulièrement surveiller le point numéro 2. Pour pouvoir valider le modèle linéaire, il faudrait avoir sur le point numéro 2 un pourcentage de l'ordre de 1 ou 2%. Dans ce cas-là, on pourrait dire que les fonctions de x pas linéaires, elles ne sont pas trop gênantes. Mais là, avec 7%, ça devient beaucoup trop important, cette partie inadéquate, et ça va poser des problèmes pour valider le modèle linéaire. Plus généralement, pour chacune des 3 sources d'influence qui s'exercent sur y, on réussit à trouver une proportion, un pourcentage qui permette de mesurer l'importance de cette partie. Et ces 3 proportions s'expriment toutes à l'aide de R carré et de état carré définis précédemment et qui vont nous aider à décrypter le grand tableau que vous avez dans votre polycope à la page 47. Le grand tableau, page 47, récapitule toutes les variations à connaître. Il manque juste la variation factorielle, il faudrait la rajouter. Alors, tout d'abord, ne vous laissez pas impressionner par la taille de ce tableau. Il y a déjà 2 lignes que vous connaissez depuis longtemps, depuis le chapitre ANOVA. C'est la dernière ligne avec la variation totale, et puis la ligne centrale avec la variation résiduelle. Pour les 3 autres variations, on va apprendre progressivement comment construire les formules qui sont indiquées dans toutes les cases. Vous voyez, pour chaque variation, dans chaque case, vous avez 2 expressions sur 2 lignes différentes. Sur la première ligne, vous avez une formule qui se présente comme une somme de carrés. SC, ça veut dire somme de carrés. Vous voyez le symbole sigma pour la somme. Vous voyez le carré, et à l'intérieur du carré, vous avez une différence de 2 termes. Alors, problème, comment choisir ces 2 termes selon les cas? Et là, il va falloir apprendre comment procéder. On verra ça dans un instant. Par contre, sur la deuxième ligne, à chaque fois, vous avez une formule qui est plus simple, qu'on peut déjà comprendre, déjà apprendre à construire. Dans tous les cas, déjà, vous voyez en fin de la formule ce terme ns carré de y qui se répète toujours en facteur ns carré de y dans chaque variation. Ce ns carré de y, c'est quoi? C'est la variation totale. Simplement, je vous mets en garde, s carré de y, c'est une variance. Voilà, variance des YIJ, les mesures du caractère y sur les individus de l'expérience. Et faites attention, s carré de y, c'est la variance naturelle, la variance empirique, c'est-à-dire une variance non corrigée. Si vous voulez utiliser la variance minitable, c'est une variance corrigée, là il faudrait multiplier par n-1. Donc je vous avais déjà alerté sur ce risque de confusion entre variance corrigée, variance non corrigée. On en avait déjà parlé au cours numéro 4. Et ensuite en TD, dans les PDF numéro 8, 9, on a insisté lourdement là-dessus. Donc vous êtes prévenus de ce risque d'erreur. Donc déjà, cette variation totale, dans tous les cas, qui vient en facteur dans l'expression sur la deuxième ligne. Et elle est en facteur devant un terme que vous reconnaissez et qui n'est rien d'autre que les pourcentages là qu'on vient d'obtenir pour mesurer l'importance de chaque influence s'exerçant sur le caractère Y. J'avais fait un découpage en 3 morceaux là pour distinguer les trois sources d'influence qui s'exercent sur Y. Donc le premier morceau, c'était l'influence linéaire, avec un pourcentage R carré, voilà, vous le retrouvez ici. Le deuxième morceau, les fonctions de X mais pas linéaires, avec un pourcentage état carré moins R carré que vous retrouvez ici. D'accord, hein, donc c'est ces fonctions, les X mais pas linéaires, donc ce que j'avais appelé les fonctions inadéquates, c'est elles qui vont gêner pour la validation du modèle linéaire. Alors cette variation, elle porte un nom un petit peu barbare, variation du modèle autour de la régression. Bon, il faudra le mémoriser. Ensuite, la troisième ligne, c'est le troisième point de mon découpage, l'influence des
facteurs autres que x, avec le pourcentage 1 moins eta carré. Ici, vous avez résiduel autour du modèle, c'est la réunion des points 2 et 3 dans mon découpage, avec le pourcentage 1 moins r carré. Donc vous vous rendez compte que pour estimer une influence quelconque qui s'exerce sur y, pour estimer cette influence, vous avez le choix entre deux approches. Vous pouvez donner une estimation relative à l'aide d'un pourcentage, 1 moins r carré, 1 moins eta carré, enfin les pourcentages qu'on avait donnés précédemment. Ça, c'est l'approche relative, avec des pourcentages, des proportions. Et vous avez aussi une estimation absolue qui s'obtient en appliquant ce pourcentage à la variation totale. Voilà, donc au moins la deuxième formule, on arrive à comprendre comment la construire. Maintenant, le problème sur la première ligne, c'est le choix des deux termes qu'on doit déposer à l'intérieur du carré. Donc ça, c'est un petit peu plus délicat. On va voir comment procéder de façon rationnelle et bien organisée. Et pour comprendre comment ça fonctionne, le mieux, c'est de regarder pour démarrer une variation que vous connaissez bien, la variation résiduelle. On va déjà voir comment ça se passe dans ce cas-là. La variation résiduelle, comme toutes les autres variations, est une somme de carrés. La somme, symbolisée par les signes sigma ici, le carré, qui contient une différence de deux termes. Mais comment choisir ces deux termes dans le cas de la variation résiduelle? C'est là qu'on va se souvenir d'une remarque que j'avais faite au cours numéro 6. Je vous avais dit à l'époque, la variation résiduelle, c'est la somme des carrés des résidus d'ANOVA, qui s'obtiennent comment? Vous partez des mesures YIJ du caractère Y sur les différents individus de votre expérience. Ici, pour l'individu repéré par les deux indices I et J, on va lui retrancher la moyenne de son échantillon Y bar. Voilà la définition de résidus dans le cadre ANOVA, les résidus du chapitre 2, qui vous avait servi au TD numéro 6, en particulier pour le test de normalité, le test de Shapiro-Francia. L'autre approche pour représenter la variation résiduelle, c'est se rappeler la formule fondamentale d'analyse de variance qui découpe la variation totale en deux parties, la variation factorielle plus la variation résiduelle. Donc si vous passez le terme variation factorielle dans l'autre membre, vous obtenez cette soustraction, variation résiduelle égale variation totale moins la variation factorielle. Et en mettant la variation totale en facteur, vous obtenez dans le crochet le pourcentage 1 moins eta carré qu'on avait déjà identifié précédemment pour l'influence des facteurs autres que x. Maintenant, on va pouvoir commencer à construire les formules pour la variation résiduelle autour du modèle. Je vous rappelle que ça représente toutes les influences, sauf les influences linéaires en x. Et on avait déjà vu que ces influences, leur estimation relative, c'est le pourcentage 1 moins r carré. Donc leur estimation absolue, ça va être notre variation résiduelle autour du modèle, qui s'obtient en appliquant ce pourcentage 1 moins r carré sur la variation totale. Donc on a la variation totale multipliée par 1 moins r carré. Donc une première formule assez facile à établir. Maintenant la deuxième formule qui présente la variation sous forme de somme de carrés. À l'intérieur du carré, vous devez avoir une différence de deux termes. Comment les choisir? Eh bien, on va s'inspirer de l'étape précédente. Pour la variation résiduelle d'ANOVA, dans le carré, on mettait les résidus d'ANOVA. Eh bien, ici, on va mettre les résidus de la régression. Qui se calcule comment? Vous prenez les mesures YIJ du caractère Y sur les différents individus de l'expérience, et au lieu de retrancher la moyenne de l'échantillon, YI bar comme pour les résidus d'ANOVA, vous retranchez YI chapeau. YI chapeau obtenu comme l'ordonnée du point en rouge, ici sur la droite de régression que vous aviez construite au cours numéro 8. Les coefficients A chapeau, B chapeau, bon, ils dépendent de l'échantillon, donc cette fonction linéaire, A chapeau plus B chapeau X, pas le vrai modèle linéaire. Le vrai modèle linéaire, il faudrait des coefficients A et B indépendants de l'échantillon. Mais bon, faute de mieux, on va s'en contenter. Ici, on aura juste le modèle estimé, mais au moins, ça nous permet de faire des calculs. Alors, pour l'individu repéré par le système de double indice I et J, le premier indice I, il repère la colonne dans laquelle se trouve cet individu. Et donc, ça vous donne la valeur du facteur X. Cet individu, le facteur X, prend la valeur petite x.
Donc si vraiment le caractère y était entièrement représenté par la fonction linéaire a chapeau plus b chapeau x, quand le facteur grand X prend la valeur petit xi, le caractère y devrait prendre la valeur lue sur la droite de régression, l'ordonnée du point en rouge, yi chapeau, que j'ai explicité plus haut ici. Voilà, donc en rouge, vous avez les valeurs qu'on obtiendrait en prenant nos rêves pour des réalités, en s'imaginant que la fonction linéaire a chapeau plus b chapeau x puisse représenter complètement entièrement le caractère y. Donc c'est complètement idéalisé, c'est pas la réalité. La réalité, c'est les points en bleu. Souvenez-vous, au cours numéro 8, on avait vu qu'on pouvait associer, visualiser les résultats d'expérience, on pouvait les visualiser par des nuages de points, on avait un point pour chaque individu. Donc là, j'ai représenté seulement un point, un seul individu, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc vous avez le point en rouge, ça c'est quand on prend nos rêves pour des réalités, en s'imaginant que le caractère y puisse être représenté par une fonction linéaire, et en bleu, c'est la réalité de l'expérience, les vraies valeurs que vous avez mesurées. Donc vous voyez qu'il y a une différence, c'est pas la même chose. Donc le résidu de la régression, c'est l'écart vertical entre ces deux points, c'est-à-dire c'est l'erreur que l'on commet en s'imaginant que le caractère y puisse être complètement représenté par une fonction linéaire. Voilà, donc à ce stade, il faut commencer à dégager les idées générales qui vont nous permettre de construire les formules pour les autres variations. Et ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai des termes de différentes couleurs. Alors les autres variations, chaque fois que vous aurez le mot modèle dans le titre de la variation, ça impliquera un M ici dans l'indice du SC. Dans le carré, au niveau des sommes de carrés, là dans les carrés, il y a deux termes à choisir, donc parmi ces deux termes, il y en aura forcément un qui va être yi chapeau, le a chapeau plus b chapeau xi lu sur la droite de régression. Et dans le crochet, ici, pour le pourcentage, vous aurez forcément le terme r carré. D'accord? Donc vous avez un paquet de 4 objets, le mot modèle, la lettre m, le nombre y chapeau i, et le pourcentage r carré, 4 termes, un paquet de 4 termes absolument inséparables qui marchent toujours ensemble. Si vous avez dans une formule de variation un r carré au niveau du pourcentage, ça implique que forcément dans le carré, vous avez un yi chapeau et réciproquement. D'accord? Donc les 4 termes en rouge, modèle, m, y chapeau i et r carré, ils sont liés indissociablement. Et les autres termes qui restent, eh ben, eux aussi, ça va faire un autre paquet de 4 termes liés. Le 1, là dans le pourcentage, il va être lié au YJ dans le carré. Ça correspondra au mot résiduel dans le titre de la variation et à la lettre R dans l'indice de SC. D'ailleurs, on peut le vérifier sur la variation précédente. Si je reviens à la résiduelle d'ANOVA, le mot résiduel dans le titre de la variation, le R dans l'indice du SC, le YJ dans le carré et dans le pourcentage. Voilà, les 4 termes en bleu, ils vont toujours tous ensemble. Sur l'image précédente, les 4 termes en rouge, ils vont toujours ensemble. Et puis là, on ramasse ce qui reste. Le terme en vert, ici le état carré, il sera toujours lié avec le terme YI bar dans le carré. Alors maintenant, on va pouvoir construire la variation la plus délicate, mais la plus importante, en vue de notre test de validation du modèle linéaire. Il s'agit de la variation du modèle autour de la régression, et je reconnais que le titre est un peu flou, on ne voit pas explicitement de quelle influence il s'agit. Alors il faut retenir qu'il s'agit de l'influence de x, pas linéaire en x, c'est-à-dire le point numéro 2 dans le découpage en 3 morceaux que je vous montre depuis le début de la séance. Et on avait vu que cette influence, elle est, son estimation relative, c'est le pourcentage état carré moins r carré. Hein, c'est une influence du facteur x, mais elle n'est pas linéaire en x. Et l'estimation absolue pour cette influence, ça va être justement la nouvelle variation qu'on est en train d'essayer de construire, et vous l'obtenez en appliquant le pourcentage état carré moins r carré sur la variation totale multipliée par ce pourcentage. Voilà une première expression qui tombe assez rapidement. Par contre, plus délicat, l'expression sous forme de somme de carrés. À l'intérieur du carré, on doit avoir une différence de deux termes. Comment on va les choisir? D'où est-ce qu'ils sortent?
Et c'est là qu'on sent l'importance de la remarque qu'on avait faite précédemment, où on mettait en évidence des paquets de quatre objets indissociables qui marchent toujours ensemble. On avait un paquet de 4 termes en bleu, un paquet de 4 termes en rouge. Et justement, le paquet de 4 termes en rouge, il nous disait que lorsque vous avez le terme R carré dans le pourcentage, alors ça implique obligatoirement le mot modèle dans le titre de la variation. Vous avez aussi la lettre M dans l'indice de SC, et surtout, ça implique dans le carré d'avoir le terme YI chapeau, l'ordonnée du point en rouge lu sur la droite de régression. On avait aussi deux termes en vert qui étaient apparus liés indissociablement. Quand vous avez état carré dans le pourcentage, ça implique d'avoir la moyenne d'échantillons YI bar dans le carré. Alors maintenant, ce qui est un petit peu plus délicat, c'est relier ça au mot régression qui apparaît ici dans le titre de la variation, qui est abrégé par RG en indice dans le SC. Je ne voudrais pas que ça prête à confusion. Il ne s'agit pas de la droite de régression. Il s'agit de la courbe de régression, ici dessinée sur le schéma, et une courbe vraiment très mal nommée, parce que ce n'est même pas une courbe, c'est une ligne brisée. Alors, comment est-ce qu'on la construit? En abscisse, vous portez les valeurs du facteur x. Vous êtes en plan expérimental 2. Chaque valeur du facteur x donne naissance à un échantillon, et la moyenne de cet échantillon, ça va faire l'ordonnée du point en vert ici, au-dessus de cette abscisse xi. Voilà, donc ça vous fait différents points en vert, un pour chaque valeur du facteur x, et ensuite vous reliez ces valeurs à l'aide d'une ligne brisée. Ça permet d'interpréter la différence de deux termes à l'intérieur du carré, ça permet de la représenter graphiquement comme l'écart vertical entre les deux points, le point vert et le point rouge. Voilà, donc là on a bien mis en place toutes les variations dont on aura besoin pour le test de validation du modèle linéaire, et toutes ces formules, il faut être bien conscient que ça n'a de sens qu'en plan expérimental 2. Dès que vous avez du état carré, ça n'existe plus en plan expérimental 1. Du YI bar, ça n'a aucun sens en plan expérimental 1. La variation précédente, la variation résiduelle autour du modèle, celle-là, effectivement, vous auriez pu la récupérer en plan expérimental 1, mais toutes les autres formules, vous avez du état carré, du YI bar, c'est vraiment spécifique au plan expérimental 2. Sur ce schéma, je récapitule toutes les variations qu'on a déjà construites jusqu'à présent. Pour le point numéro 1, il faudrait la variation du modèle, mais comme on n'en a pas besoin dans l'urgence, je laisse tomber pour l'instant. Mais au niveau des points 2 et 3, vous avez les variations qui vont intervenir dans le test de validation du modèle linéaire. Donc pour les trois sources d'influence qui s'exercent sur Y, vous pouvez estimer chacune de ces sources à l'aide d'un pourcentage. Ça, c'est l'estimation relative de chacune des trois influences, et leur estimation absolue, eh bien, c'est justement les variations qu'on est en train de construire. Vous vous souvenez que le test ANOVA, on lui associait un tableau qui recensait toutes les variations et variances qui pouvaient nous intéresser. Donc ce tableau, vous l'avez dans votre polycope à la page 19. Eh bien, le test de validation, ça sera pareil. On va aussi lui associer un tableau qui a exactement la même forme que le tableau ANOVA et qui fonctionne pareil. Comment il est organisé? Vous avez deux lignes, la première et la deuxième, donc, qui présentent des influences spécialement intéressantes pour l'étude qu'on a en vue. Et la troisième ligne s'obtient en additionnant les deux premières. Vous avez une colonne pour les variations, SC, une colonne de degré de liberté, une colonne de variance, S carré. Donc sur chaque ligne, la variance s'obtient à partir de la variation présente sur cette ligne en divisant par le degré de liberté. Et pour terminer, un petit f, le quotient des deux variances. On faisait déjà ça, on avait déjà ce genre de manipulation dans le tableau ANOVA. Eh bien, on va récupérer le même mode de fonctionnement ici pour le tableau du test de validation. Simplement, à la base, dans les deux premières cases, les deux variations, on ne met pas forcément la même chose selon qu'on veut le test ANOVA ou le test de validation. Bon, par rapport au tableau ANOVA, vous allez pouvoir récupérer à l'identique la ligne numéro 2, la résiduelle. C'est bien la résiduelle d'ANOVA, exactement
le tableau ANOVA. Exprès, j'avais révisé en début de séance la construction de ce tableau pour qu'on voie bien le parallèle avec le tableau qui va servir pour le test de validation et les calculs que vous avez fait. Donc pour le tableau ANOVA, vous allez pouvoir en récupérer une bonne partie. La ligne numéro 2, vous pouvez la recopier à l'identique. Par contre, pour la ligne numéro 1, dans le cadre ANOVA, on mettait sur la ligne numéro 1 l'influence factorielle. Tandis qu'ici, on met l'influence du modèle autour de la régression, c'est-à-dire les fonctions de x, mais pas linéaires en x. Alors, comment on choisit l'influence qu'on présente sur la première ligne? Il faut s'adapter au cas par cas selon le test. Quand vous faisiez le test ANOVA, votre hypothèse H0, elle affirmait que le caractère x, le facteur x, n'avait pas d'influence. Voilà, donc justement, sur la première ligne, comme par hasard, vous mettiez l'influence factorielle, l'influence du facteur x, parce qu'il fallait la surveiller. Si cette influence factorielle devenait trop grande, eh bien, ça contredisait l'hypothèse H0, on était obligé de rejeter H0. Voilà, donc vous mettez sur la première ligne la quantité gênante qui risque de contredire l'hypothèse H0, la quantité qu'il faut contrôler. Alors justement, pour pouvoir valider le modèle linéaire, il faudrait que la partie qui est fonction de x, ça soit presque uniquement du linéaire en x. C'est-à-dire que la partie qui est fonction de x mais pas linéaire, il faut vraiment qu'elle soit négligeable. Donc justement, c'est elle qu'on installe sur la première colonne pour pouvoir la surveiller, parce que si elle devient trop grande, vous verrez que ça conduira à rejeter l'hypothèse H0 dans le test de validation, et donc là, on sera obligé de réaliser que le modèle linéaire n'est pas adapté. Alors une autre remarque, pour dégager vraiment ce qui ressemble au maximum avec le tableau ANOVA, souvenez-vous, sur la première ligne, pour le tableau ANOVA, vous aviez un degré de liberté I-2, non, dans le tableau ANOVA c'était I-1 comme degré de liberté sur la première ligne, et là vous avez I-2, donc vous voyez c'est assez proche. Donc si vous avez bien en tête tout ce que vous avez appris au chapitre ANOVA, là ça va vraiment bien vous resservir. On reste à peu près dans le même cadre. Bon, il y a quelques ajustements à apporter, mais les grandes idées, on les conserve. Donc là, vous avez toutes les formules générales, théoriques. Alors une dernière remarque, je vous disais tout à l'heure, quand vous additionnez les deux premières lignes, vous devez tomber sur la troisième ligne. Donc ça se voit en particulier au niveau des expressions de variation sous la forme variation totale fois un pourcentage. Quand vous additionnez le pourcentage état carré moins r carré, plus 1 moins état carré, vous obtenez 1 moins r carré, le pourcentage sur la dernière ligne. Et justement, ça permet de remarquer à l'intérieur du carré, pour la variation du modèle autour de la régression, le terme qui apparaît, une remarque intéressante, c'est le résidu de la régression moins le résidu ANOVA. Donc vous faites la vérification au brouillon, prenez une feuille de papier, vous écrivez les formules pour ces deux résidus, faites la soustraction, vous allez voir, vous tombez bien sur le terme qu'on avait obtenu précédemment. Donc là aussi, vous pouvez le contrôler en faisant une addition des deux premières lignes. Si vous prenez le terme en rose, vous lui ajoutez le résidu ANOVA qui est ici. Donc ça vous fait le résidu de la régression qui est bien présent effectivement dans le carré de la dernière case en bas. Voilà, donc vous avez toutes les idées générales à garder en tête pour le test de validation. On n'a pas encore traité ce test de validation, on en parle sans arrêt, mais on ne l'a pas encore vu. Mais comme ça, au moins, vous avez déjà bien stocké tous les ingrédients qui vont nous servir pour ce test. Et pour rendre les choses un peu plus concrètes, regardez dans l'exemple des rats, numériquement, qu'est-ce que ça donne comme valeur dans chacune de toutes ces cases. Justement, dans votre polycope, à la page 47, vous avez tout ce qu'il faut pour vous corriger dans l'exemple des rats, toutes les valeurs numériques, la variation du modèle de la régression, la variance du modèle autour de la régression, la résiduelle sur la deuxième ligne. La résiduelle, ça, vous pouvez récupérer ce que vous aviez déjà calculé pour le tableau ANOVA. Voilà, et vous préparez le petit f qui servira pour le test de validation.